Le pont des Corbeaux. Chapitre 5. Amoureux. Hugo, mercredi 9 février 1944. Comme convenu, je suis au rendez-vous le mardi matin pour accompagner ma belle le plus loin possible, afin de passer du temps avec elle. Nous ne nous permettons une étreinte qu'une fois éloignés des habitations. La neige rend les forêts encore plus belles. Nous échangeons sur Premier de Cordée que j'ai dévoré. La très belle histoire d'amitié et le bel exemple de volonté et d'idéal qui y sont décrits m'avaient beaucoup plu. Cela avait aussi été le cas pour Lucie, chez qui le roman avait déclenché une réflexion profonde sur le courage, la fragilité humaine et le pouvoir de la nature, dans une lutte constante et insatisfaisante entre le désir et la peur, entre l'ambition et la limitation, entre la chute et la renaissance. Elle qui connaît la vallée évoque le tableau précis que fait l'auteur de la vie dans la vallée de Chamonix, lorsque les touristes l'ont quitté. Si j'avais bien remarqué que le livre est d'abord une apologie du métier de guide, j'avoue que j'ai été tenue en haleine par certaines scènes jusqu'à leur conclusion, comme celle de la descente des Drues dans la tourmente et la caravane de secours sur la montagne verglacée, le combat des vaches à l'Alpe de Charamillon, ou l'escalade de la petite aiguillette. Une fois entamé, j'avais lu le livre d'un trait. Lucie, elle, avait retrouvé dans l'œuvre les marottes du milieu de la haute altitude qu'elle connaissait, les us ancestraux, la force des rapports humains entre les êtres authentiques que sont les montagnards. Et selon elle, Frison Roche avait bien décortiqué le métier de guide. J'acquiesce à cette analyse. Les personnages étaient hauts en couleur pour certains, et je trouvais que l'auteur rendait le monde de la montagne presque familier. Toutefois, ce que j'avais préféré étaient les scènes d'action dont j'avais senti le vécu, tant l'émotion sourdait des pages décrivant les protagonistes en lutte avec les éléments. La véracité du mode de vie m'avait paru bien restituée, comme la structure de l'habitat, l'alternance des saisons, l'économie rurale, et jusqu'au combat de vaches, reine des alpages. La jeune femme est ravie. Le livre m'a plu et pour elle, cela compte beaucoup. Elle m'apprend qu'elle a ce livre dans la même édition que celui qu'elle m'a offert, et qu'ainsi nous pourrons aussi nous en servir pour nous envoyer des messages secrets. Amusée, je lui demande où je pourrais déposer mes messages codés. Cela me semble une superbe idée pour garder le lien entre nous lorsque nous ne pouvons pas nous voir assez longtemps. Nous pourrions nous laisser un petit mot chaque jour. Lucie propose tout de suite le chalet du chemin de la Floria et la niche où est cachée la clé. Au Prat, nous faisons une pause à la chapelle et admirons le panorama sur la totalité de la chaîne du Mont Blanc, de l'aiguille verte à l'est à l'aiguille du Goûter à l'ouest, et la mer de glace en ligne de mire. Puis nous empruntons la route des lacs parallèle à la route des Tines, à travers Épinette et Mélèze. Tout est prétexte pour évoquer des anecdotes, le plus souvent de notre enfance, et en montagne, mais aussi les personnes qui fréquentent Chamonix. La jeune femme revient d'ailleurs sur le sujet de Premier de Cordée, qui a été adapté au cinéma. Elle me raconte que Frison Roche était justement à Chamonix à ce moment-là, puisque la zone était occupée par les Italiens. En effet, arrêté par les Allemands en 1942, alors qu'il couvrait la campagne de Tunisie comme reporter, il avait été transféré en métropole et s'était évadé. Il s'était réfugié à Chamonix au moment du tournage du film sur son livre. C'était donc par hasard qu'il était devenu conseiller technique de l'adaptation de son propre roman, recevant miraculeusement son Ausweis délivré par les services culturels allemands alors qu'il n'aurait pas dû bénéficier de cette pièce d'identité. Pendant que la guerre faisait rage partout en Europe, une équipe de cinéma mettait en boîte les images de Premier de Cordée dans le massif du Mont Blanc. La jeune femme me confie que la scène du combat des rennes avait été tournée au col de Balme. L'équipe de tournage, rassemblée à Chamonix à la mi-juin 1943, comptait près de 70 personnes et un impressionnant matériel. Elle m'explique que les difficultés avaient commencé au Brévent, car les prises de vue étaient réalisées depuis une petite vire dans la face est, sur laquelle était installée une plateforme de 2 mètres carrés au-dessus de 300 mètres de vide, sans garde-fou. Acteurs et techniciens devaient descendre en rappel. Ensuite, fin juillet, la troupe au complet avait embarqué dans le train du Montanvert pour un long séjour en altitude. D'abord plusieurs semaines au refuge du Requin, puis 1 mois et demi au refuge du Couvercle.
Apparemment, le tournage s'était déroulé dans la bonne humeur, chacun ayant conscience qu'il valait mieux être là qu'en bas. Car dans la vallée, la donne avait changé. Depuis le 9 septembre, les troupes allemandes avaient remplacé l'occupant italien et un régime de fer s'était abattu sur la Savoie. Les estivants étaient partis de Chamonix comme les hirondelles, et Frison-Roche avait regagné le Beaufortin pour reprendre son action dans la Résistance, devenant l'un de ces montagnards de la nuit. Lucie conclut en riant que l'auteur avait assisté à la projection de son film à Aix-les-Bains, caché par le projectionniste dans la cabine. La salle était archi-comble, remplie d'Allemands qui avaient applaudi à tout rompre, ce qui était finalement assez drôle. Nous n'avons pas vu le temps passer, et nous nous apercevons, au bout d'une heure, que nous avons déjà atteint le Lavencher. Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'habitués tous les deux à la montagne, nous avons marché d'un bon pas, tout en devisant. Nous ralentissons donc d'un commun accord nos pas pour aller jusqu'au Grassonnet. Mais, arrivé là, je décide de prolonger cette précieuse matinée jusqu'au Chauzalet pour rester un peu plus avec Lucie. Le magnifique panorama sur les sommets et les glaciers ne m'intéresse plus. Je ne vois plus qu'elle. Elle que je vais devoir quitter pour presque 4 jours. Elle n'a pas non plus envie de me laisser partir. Cependant, à contre-cœur, elle m'oblige à faire demi-tour pour rentrer à temps pour le repas. Je suis revenue à Chamonix, mais toutes mes pensées sont avec Lucie, à Valorcine. Je me soucie déjà de l'avenir, car dans une semaine, ma fracture devrait être consolidée et je reprendrai mon poste à Annecy. Je dois absolument trouver de bons arguments pour revenir dans cette vallée, au pied du Mont Blanc, et si possible seul. Des arguments plus solides que ceux que j'ai servis aux collègues qui sont venus me voir au Majestic. L'après-midi, je retourne au chalet devenu dans mon esprit mon refuge avec Lucie. Gustave m'a vu partir ce matin, le sourire aux lèvres, et s'est douté que j'allais voir Lucie. Ma mine renfrognée au retour lui indiquait que la jeune femme est repartie à Valorcine, puisque je lui ai dit qu'elle y rentre après chaque série de garde. Mais mon ami va vraisemblablement se demander où je vais maintenant. Le connaissant, il va subodorer que Lucie et moi avons un endroit secret, et il cherchera à en savoir plus dans la soirée ou les jours suivants. J'examine toutes les pièces de l'habitation délaissées par ces derniers occupants. Bien qu'assez petite, elle est faite pour durer. Sa toiture, à 2 versants égaux à faible pente, qui déborde sur une façade en pignon, abrite un balcon courant sur toute la façade orientée au midi, du côté de la vallée. Du côté le plus exposé au sud se trouvent les pièces destinées aux humains, accessibles par la portina, protégées par l'avant-toit et où se trouve un vieux banc. À gauche de l'entrée, il y a une petite chambre que je n'avais pas remarquée lorsque j'étais venue la dernière fois. Puis la cuisine, le pelle, et à côté un cellier et une cave, qui devaient à l'origine être affectés au logement des animaux, vaches, cheval ou mulets, moutons et volailles. Il y a aussi à l'extérieur un petit édicule accolé à la façade, certainement pour le cochon. De l'autre côté, celui de la montagne, se trouvent 2 portes grangères accédant au grenier à foin. L'idée me vient de m'aménager un coin pour moi dans la petite chambre de l'entrée, où trône un chalit avec un sommier constitué de planches. Et ce coin, j'espère bien le partager avec Lucie. Dessus subsiste une vieille paillasse qui a besoin d'être changée. Je vais voir dans le grenier et m'aperçois qu'il est encore rempli de paille et de foin. Je décide donc de changer le contenu de la vieille paillasse. La tâche n'est pas très aisée avec un seul bras, mais je parviens à découdre une extrémité du sac contenant la paille usagée et le vide de son contenu. Cette activité m'occupe une partie de l'après-midi. Je fais ensuite plusieurs voyages pour amener suffisamment de paille neuve pour remplir le sac que je renonce à recoudre. J'entasse la paille usagée dans la cave, autrefois réservée au bétail, avant de repartir vers le Majestic. Gustave se moque de moi, en voyant des brins de paille sur mes vêtements, et me demande si je me suis roulée dans le foin avec Lucie. Ce 9 février, j'ai rendez-vous avec l'abbé Payot. J'arrive à l'église avec un peu d'avance, muni d'un sac à dos que j'ai emprunté à un soldat en convalescence comme moi, dans lequel j'ai glissé une paire de draps et une couverture dérobée dans la lingerie de l'hôtel. Je souris en moi-même à l'idée de mon larcin, et me dis que je pourrais toujours le confesser au curé de Valorcine. Je suis agenouillée dans une des travées du milieu quand je sens une main se poser sur mon épaule. « Je vois que vous êtes à l'heure à notre rendez-vous, mon fils, dit une voix que je reconnais aussitôt.
Suivez-moi dans le premier confessionnal, nous y serons à l'abri des oreilles indiscrètes. Je me relève, embarque mon sac et suis le prêtre qui, au passage, fait un signe de tête à son confrère de Chamonix. Je vois que vous allez beaucoup mieux, Herr Steinert, depuis ma visite à l'hôpital. En effet. Et depuis que je suis en convalescence, comme je n'ai pas besoin de soins particuliers, je peux arpenter Chamonix en long et en large. Ça me fait passer le temps, ça et la lecture. Avez-vous revu Lucie de Villa depuis votre sortie ? Demande le curé d'un air candide qui me laisse penser qu'il connaît déjà la réponse. Et en effet, André Paillot avait remarqué la brusque pâleur de la jeune fille lorsqu'il lui avait relaté ce que le jeune homme lui avait confié sur l'enquête menée sur leur filière de passeurs. Il avait bien vu se mordre les lèvres comme si elle avait commis une faute. « Oui, réponds-je. Nous nous sommes croisés en sortant de la messe le dernier dimanche de janvier. »« C'est bien, marmonne le curé, comme pour lui-même. » Le jeune prêtre est bien conscient que je ne lui dis pas tout. Mon regard a dû changer lorsqu'il a évoqué la jeune infirmière. Il a certainement reconnu la lueur qui s'était allumée dans mes yeux à l'hôpital lorsqu'il avait été question de Lucie. Il se doute que je suis tombée sous le charme de la jeune femme. Cependant, le père Paillot n'est pas là pour ça. Mon fils, j'ai pris contact avec des membres de la résistance avec lesquels j'ai quelques liens. J'ignore ce que vous en savez, mais il y a différents courants et sensibilités dans ce mouvement. Jeunes catholiques, républicains espagnols et FTP d'obédience communiste, entre autres. Je n'ai aucun mal à l'imaginer. C'est la même chose en Allemagne, mon père. Cependant, Herr Steinert, elles ont convergé et se sont regroupées sous la houlette d'un même chef. Comme vous vous en doutez, les personnes que je connais sont de mouvance catholique, des officiers et sous-officiers du 27e BCA. Le bataillon du frère de Lucie, m'exclamai-je. Je vois qu'elle vous a parlé de Zian. Un brave gars, lui aussi. Oui, elle m'a dit qu'il était prisonnier en Bavière. Le curé sourit. Il semble deviner que la jeune femme m'en a certainement raconté beaucoup plus encore. Je fais part à l'homme d'église de mon inquiétude quant au regroupement des différents groupes de résistance. Des regroupements que j'imagine aussi géographiques pour faciliter la réception et l'acheminement des parachutages, ce qui rend aussi les maquisards plus repérables pour ceux qui les pourchassent. Surtout, ajoutai-je, si comme je le pense, ces hommes suivent un entraînement et une instruction militaire en vue d'opération, puisqu'ils sont encadrés par des militaires, ce qui signifie aussi des parachutages massifs. J'en suis conscient, concède le prêtre. Mais c'est une décision des responsables de la résistance et des délégués de l'état-major de Londres. Certes, mais il faut qu'ils soient conscients que les Allemands ne sont pas idiots. Ils les surveillent et de près. J'insiste sur la situation qui règne en Haute-Savoie depuis l'automne. Les autorités allemandes d'occupation ont mis en demeure le gouvernement de Vichy de nettoyer les nids de terroristes avant la mi-mars. La Haute-Savoie est en état de siège. Mes collègues m'ont dit que des renforts de police sont arrivés dans le département. Gendarmerie, garde mobile, groupe mobile de réserve et milices, pas moins de 3000 hommes doivent être là depuis la fin du mois. Monsieur le curé, les résistants sont-ils seulement au courant? Je vais faire remonter l'information via votre agent de liaison, qui vous connaît déjà, puisqu'il a fait partie de vos sauveteurs avec son chien. Il s'est d'ailleurs lui-même proposé. Quant à un contact à Annecy, il s'agit de Véron. C'est un pseudo. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Les messages seront laissés sous la chaire de l'église Saint-Maurice. Il y a un espace entre la partie la plus basse et le mur en pierre. En entendant le prêtre parler du premier agent de liaison, je sursaute. Bien qu'aucun nom n'ait été prononcé, je sais qu'il s'agit d'Arsène de Villa, le père de Lucie. En ce qui concerne Chamonix, le lieu où laisser les messages est à la pierre à Rusquin, poursuit André Paillot. Vous savez où c'est? Oui, j'y suis déjà allé plus d'une fois. Ça n'étonnera donc personne si vous y retournez. En outre, ce n'est pas très éloigné du Majestic. À 11 heures, au-dessus du médaillon en bronze, il y a une pierre qui bouge. Vous n'aurez qu'à glisser les messages derrière. Quant à votre contact, il vient à la compagnie des guides chaque semaine. Il sait qu'il s'agit de vous. Évitez au maximum les contacts directs, privilégiez les messages. En cas d'extrême urgence, contactez le curé de Chamonix et dites-lui seulement de m'appeler. Je saurai qu'il y a un problème et j'enverrai votre contact chercher le message.
Je suis bien conscient que je ne dois pas rencontrer Arsène de Villain en personne. Le grand hôtel Beau Séjour et Richemont, situé rue du Docteur Paccard, est réquisitionné depuis l'arrivée des troupes allemandes dans la vallée et a été attribué à la Gestapo. Le 5e étage est même devenu la prison de la ville. Or, j'ai déjà eu des contacts avec Arnold, le chef de la Geheime Stadtpolizei de Chamonix, lorsque je menais les enquêtes avec mon supérieur direct et mon collègue qui ont été tués dans l'accident. Ces types savent qui je suis, et je ne dois pas faire courir le moindre risque au père de Lucie, ni griller ma propre couverture. Surtout que Gestapo et SD Ausland ne font pas vraiment bon ménage, puisque le chef de la première, Heinrich Müller, déteste Walter Schellenberg, proche de Himmler, qui dirige la seconde, et a découvert que le SS Gruppenführer est en relation avec les services secrets russes. Quant aux relations entre les agents de l'Amt 6 du SS Brigade Führer Schellenberg avec ceux de l'Amt 4 de Müller en Haute-Savoie, elles ne sont guère plus cordiales que celles de leur chef, puisque les premiers empiètent sur les plates-bandes des seconds, auxquels est dévolue la police aux frontières. Je vais me débrouiller pour avoir un pied-à-terre ici à Chamonix, car pour l'instant mon port d'attache est le commissariat d'Annecy, et à partir de la mi-février je vais reprendre mon poste, puisque ma fracture sera en principe consolidée. J'ai déjà suggéré à mes collègues, lorsqu'ils sont venus me voir, que je pourrais continuer à m'occuper de l'enquête sur les filières de passage, et j'ai évoqué l'itinéraire dont nous avions parlé. Je suis le seul vrai montagnard parmi mes collègues. J'ai mis cet argument en avant. Ça et mon séjour prolongé ici pour ma convalescence, grâce à laquelle je commence à bien connaître le coin et ses habitants. Et vous avez peut-être des raisons personnelles de vouloir être plus souvent à Chamonix, Herr Steinert, s'enquiert soudain le curé. À cette allusion, je rougis légèrement. Que c'est le prêtre? Lucie se serait-elle confessée? Elle ne m'a rien dit, annonce le curé. Mais elle est transformée depuis quelque temps, et j'ai remarqué qu'elle avait quitté Valorcine un peu plus tôt que d'habitude jeudi dernier. En outre, elle est arrivée un peu plus tard, prétextant qu'elle avait raté son train. Mais elle ment très mal. Et vous, quand vous prononcez son nom, vous avez des étoiles dans les yeux. L'homme d'église nous a démasqués. Il ne sert à rien de nier. Vous avez raison. Je suis amoureux de Lucie depuis le premier jour. Elle le sait, et elle m'a dit éprouver la même chose. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, monsieur le curé, mais mes intentions sont honnêtes. Seulement, nos deux pays sont en guerre. Une demande en mariage est prématurée, et je ne sais pas si Lucie souhaite m'épouser. Moi, j'y pense, mais je ne lui en ai pas encore parlé. C'est votre histoire à tous les deux, mais si vous décidez de sauter le pas, vous pourriez toujours vous marier civilement en Suisse, et moi, je peux célébrer votre mariage religieux. Évidemment, tout cela devrait rester secret tant que la guerre n'est pas finie. Au moins, aux yeux de Dieu, vous ne commettrez pas le péché de chair, précise le prêtre avec un sourire. La remarque me laisse songeur. Le péché de chair, je suis tenté de le commettre à chaque fois que je vois Lucie. Jusque-là, j'ai résisté, mais pas pour le péché. Et si je n'ai pas cédé à mon désir, c'est parce que la jeune infirmière mérite mieux que de se faire culbuter à la va-vite dans une vieille ruine ou sur le sol d'une vieille bâtisse. Pourtant, je sens que Lucie le désire autant que moi. Mais en a-t-elle autant conscience que moi? Si elle a les connaissances anatomiques et physiologiques, elle ignore manifestement tout des sensations qu'elle semble ressentir lorsque je la caresse ou l'embrasse avec passion. Je l'ai sentie frissonner et même trembler. Quoi qu'il arrive, je ne ferai rien contre son gré. Je l'aime bien trop pour ça. Je prendrai le temps. Ma Lucie n'a rien en commun avec les femmes avec lesquelles j'ai couché jusqu'alors. Des prostituées, des femmes légères, voire des femmes mariées en quête de nouvelles sensations avec un jeune homme séduisant. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi intense que lorsqu'elle ose poser ses lèvres sur les miennes, ses mains sur moi. Si Lucie n'est pas prête, j'attendrai. Je sais que ce sera compliqué, mais elle en vaut la peine. Être avec elle, pouvoir l'embrasser et l'enlacer est déjà beaucoup. L'abbé Payot m'interrompt dans ma réflexion. Réfléchissez à tout cela, mon fils. Quoi que vous décidiez, tous les deux, il n'y a rien de plus beau qu'un amour partagé. Allez en paix, conclut-il en faisant un signe de croix. Je récupère mon sac et sors sur la place.
Je rejoins la rue Joseph Vallaud, passe devant le bureau des guides, le syndicat d'initiative, et me dirige d'un bon pas en direction du chemin de la Floria, vers le chalet, où j'ai rendez-vous avec Lucie dans 2 jours. Du bois est entassé près du banc, sous l'avancée du toit. Je me sers d'un panier déniché dans le cellier pour transporter des bûches à l'intérieur, et fais plusieurs voyages. J'allume la cuisinière pour réchauffer un peu la pièce. Puis je sors les draps et la couverture du sac à dos et m'occupe de la réfection du lit de la petite chambre exposée au sud et dont j'ai rénové la paillasse. Je veux réserver une surprise à ma bien-aimée et fais un peu de ménage afin d'éliminer la poussière. J'ai mis de la neige à fondre sur la cuisinière dans une bassine en fer blanc émaillé, dans laquelle je lave les quelques assiettes, bols et verres qui trônent encore sur la crédence du buffet. Et si passer le chiffon sur les 2 ou 3 pots de terre vernissés, exposés eux aussi sur la crédence, ainsi que sur les meubles peu nombreux et faciles, même avec un bras, balayer s'avère plus compliqué. Pendant que je vaque à mon ouvrage, la fin de ma conversation avec le curé me trotte dans la tête. Faire de Lucie mon épouse légitime est ce que je souhaite. Je n'envisage plus la vie sans elle. Pourtant, je ne la connais que depuis 3 semaines. N'est-ce pas prématuré? En temps de paix, l'idée est envisageable, mais en temps de guerre. Selon l'évolution des événements, je peux être envoyé à l'autre bout de la France ou de l'Europe sans qu'on me demande mon avis. Je n'aurai d'autre choix que d'obéir aux ordres, sauf si ces ordres vont à l'encontre de mes valeurs. Dans ce cas-là, je déserterai. Je n'aurai aucune hésitation. Je ne reste dans la SS, cette fichue organisation criminelle, que parce que je peux aider l'autre camp par mes informations. Mais avant de le faire, je préviendrai ma mère, afin qu'elle se mette à l'abri. À elle de voir si elle en parlerait à mon père. Quel avenir puis-je offrir à Lucie en ce moment? Je veux avant tout la rendre heureuse. Pourrait-elle l'être avec un homme qui peut être arrêté à tout moment parce qu'il donne des informations aux ennemis de son propre pays? Un homme qui serait son mari aux yeux de Dieu seulement parce que notre mariage devrait rester secret? Autant dire qu'elle serait aux yeux des Français une poule à boche, à part aux yeux de ceux qui nous connaissent tous les deux. Notre seule porte de sortie est la Suisse toute proche. Mais voudrait-elle quitter sa haie? Tout se bouscule dans ma tête. Les questions fusent de partout dans mon cerveau et je ne trouve aucune réponse satisfaisante. Et dans les médias, je ne sais même pas si Lucie serait prête à m'épouser, que ce soit maintenant, dans plusieurs mois ou années. Ne devrions-nous pas vivre tous les deux au jour le jour, sans les liens du mariage, qui pour elle peuvent devenir un piège, parce que l'attachant à un homme qui peut être envoyé au loin ou arrêté du jour au lendemain? Finalement, je décide de vivre intensément chaque moment passé avec elle, si elle est d'accord. Je rentre, comme la veille, pour le repas du soir au Majestic. Je restitue le sac à dos au soldat qui me l'avait prêté et monte dans ma chambre. Allongé sur mon lit, mon bras valide replié derrière la tête, je passe en revue tout ce que j'ai vécu depuis le 19 janvier avec Lucie. Je réalise que nous n'avons passé que quelques heures ensemble, mais à chaque fois, ces moments ont été intenses en émotion. J'ai passé plus de temps à penser à elle, à rêver d'elle qu'en sa présence. Pourtant, je me souviens de tout. La moindre parole, le moindre sourire, et surtout nos baisers, la douceur de ses lèvres, de sa peau. À vrai dire, je n'ai touché que son visage, son cou et ses mains. J'ai la sensation qu'elle est là, près de moi, d'entendre sa respiration, de percevoir les battements de son cœur sous mes doigts, son souffle chaud sur mon cou, et mon corps réagit en conséquence. Pour calmer mes ardeurs, je pense à mon retour à Annecy. Me focaliser sur ce travail que je déteste a l'effet escompté. L'excitation retombe. Aussi, je me concentre sur ce que je vais proposer à mes supérieurs. Il faut surtout faire traîner les choses en longueur. Le regroupement des maquisards va peut-être m'en offrir l'occasion, puisque les forces de police de Vichy, et sans doute allemandes, se polariseront certainement sur la capture, voire l'élimination des terroristes. Pour autant, je n'ai pas l'intention de leur faciliter la tâche. J'ignore encore combien d'hommes de Vichy stationnent dans la vallée de Chamonix et les vallées proches. Je vais donc devoir trouver des informations plus précises à ce sujet. En ce qui concerne les passages de la frontière suisse pour les passeurs, je dois donner un peu de grain à moudre à mes supérieurs, sans pour autant mettre trop de gens en danger. J'aurai besoin des guides, comme Louis Pache par exemple,
pour trouver des leurs qui envoient les agents du Gréco sur une mauvaise piste. Je leur livrerai l'itinéraire du bois de la planche en espérant que d'autres guides ne l'utilisent pas pour aider des personnes recherchées. Malgré tout, cela me paraît peu probable. Il me reste quelques jours pour trouver des idées. Peut-être Lucie pourra-t-elle m'aider aussi par sa connaissance de sa vallée et de sa montagne. Et voilà que tout me ramène à elle. Pour me détourner d'images trop suggestives, je décide d'écrire à ma mère. C'est encore un moyen de penser à Lucie, comme si j'avais besoin d'un prétexte pour ça. Mais je ressens le besoin de parler à quelqu'un, de la jeune infirmière qui a conquis mon cœur. Et mes deux confidentes restent ma mère et ma sœur. Mais si je peux tout leur dire lorsque je suis face à elles, c'est plus compliqué par écrit à cause de la censure. Je me mets à l'œuvre et réfléchis à ce que je vais écrire. Maintenant que je vais mieux et que je me suis entraînée à écrire de la main gauche, je peux me lancer. D'entrée, ma mère verra que quelque chose cloche, rien qu'à mon griffonnage malhabile au lieu de ma calligraphie habituelle. Chère maman, rien qu'en lisant ces premiers mots, tu dois te douter qu'il s'est passé quelque chose. Toutefois, le simple fait de recevoir cette lettre doit te rassurer, puisque je suis capable de la rédiger, bien que d'une écriture malhabile. La voiture dans laquelle nous circulions non loin de la frontière suisse a fait une sortie de route et a terminé sa chute après quelques tonneaux en contrebas de la route. Comme tu peux le constater, je suis en vie. Mais je suis le seul rescapé, car mes collègues, dont mon supérieur direct, sont morts. Toutefois, j'ai perdu connaissance pendant quelques heures suite à un choc à la tête et à l'hypothermie, puisqu'il faisait moins 10 degrés et que j'avais été éjecté. D'après mes sauveteurs, je suis resté près de 2 heures dans le froid, inconscient. Je leur dois la vie, et en particulier à leur Saint-Bernard, qui m'a trouvé à temps. Si j'ai survécu, c'est aussi grâce à la fille de l'un d'eux, qui est infirmière à Chamonix, et qui m'a prodigué les premiers soins. C'est elle qui a pensé m'appeler à la tête, qui a diagnostiqué ma fracture humérale à droite, et qui a procédé à mon réchauffement progressif. Tu as donc compris maintenant la raison de mon écriture, puisque je suis obligé de t'écrire de la main gauche, le bras droit étant immobilisé pendant encore une semaine. Tout va bien maintenant. Je ne suis resté à l'hôpital de Chamonix que 2 jours avant d'être envoyé en convalescence à l'hôtel Majestic avec d'autres militaires allemands malades ou blessés comme moi. La première personne que j'ai vue en reprenant connaissance est justement celle qui m'a sauvé. Bien entendu, elle savait dès le départ quel était mon nom et ma fonction. Malgré un premier contact agréable, la fonction a vite créé un froid quand le sujet a été abordé. Toutefois, les choses ont évolué depuis qu'elle connaît mieux le vrai moi, et pas l'Oberscharführer. Il a fallu un peu de temps, mais elle a fait le premier pas vers une réconciliation, et tu ne peux imaginer comme cela m'a rendu heureux. Car tu t'en doutes, maintenant, je suis tombé amoureux de cette jeune femme au premier regard, et qu'elle me rejette dans un premier temps m'a profondément blessé, bien que j'en comprenne la raison. Je suis amoureux, et elle aussi même. Nous nous voyons en secret. Seul le curé de son village s'est aperçu que nous éprouvons de tendres sentiments l'un envers l'autre. Pourtant, les choses sont loin d'être simples pour nous. Je sais qu'elle est la femme de ma vie, mais quel avenir pouvons-nous avoir pour l'instant avec la guerre, elle française et moi allemand? Tu dois sourire en lisant cela. Tu as vécu la même situation avec papa, mais c'était en temps de paix, tout était alors possible. La guerre finira bien un jour, me dirais-tu. Je l'espère. Tout ce que je veux, c'est vivre avec celle que j'aime à mes côtés. J'y suis déterminée. Cependant, la principale intéressée ignore encore que je désire l'épouser. Peut-être dira-t-elle non si je lui demande. Prie pour moi, maman, afin qu'elle dise oui, et demande à Ingrid d'en faire autant. J'espère bien pouvoir vous la présenter un jour. Vous verrez, elle est belle comme un ange blond aux magnifiques yeux verts. Vous me manquez toutes les deux, ton fils dévoué, Hugo. Je relis attentivement ma prose afin de vérifier que rien ne peut poser de problème. Aucun nom n'est cité, il n'est aucunement fait mention des opinions anti-nazies de ma bien-aimée, même si le froid jeté par ma fonction peut le suggérer. En tout cas, rien ne peut vraiment attirer l'attention sur nous.